Le coup de fil de ma tante, Odette, avait résonné comme un glas dans le silence de mon appartement. Un silence que j'avais appris à chérir, un cocon tissé de mes propres mains après des années de tumulte familial. J'avais gagné, et cette nouvelle, si attendue, si rêvée, aurait dû être une symphonie de joie. Au lieu de cela, elle avait réveillé les spectres du passé, les visages avides que j'avais tenté d'oublier. C'est incroyable, ma chérie. Sa voix, faussement enjouée, grattait mes tympans. Je n'arrive pas à y croire. Papa et maman sont si heureux pour toi. On va tous fêter ça. Fêter ça. Le mot résonnait creux. Je visualisais déjà les regards, les sourires forcés, les mains tendues. Ils ne voyaient pas la femme que j'étais devenue, celle qui avait appris à compter sur elle-même, celle qui avait traversé des tempêtes sans demander l'aide de personne. Ils ne voyaient que le billet, le jackpot, la manne tombée du ciel. Je suis contente que vous soyez content, Odette, avais-je répondu, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Mais je ne pense pas que ce soit le moment pour une grande fête. J'ai beaucoup de choses à organiser. Organiser? Mais tu n'as pas besoin de t'en faire pour ça. On est là, nous. Papa peut t'aider avec les investissements, il s'y connaît. Et maman, elle pourrait t'aider à trouver une nouvelle maison, quelque chose de plus, digne de ta nouvelle vie. La pression montait, palpable. Chaque mot était une tentative de m'enfermer à nouveau dans leur toile, de me dépouiller de cette indépendance chèrement acquise. L'argent n'était qu'un prétexte. C'était le contrôle qu'ils convoitaient, le pouvoir sur ma vie qu'ils croyaient leur revenir de droit. Mais cette fois, le protagoniste ne céderait pas. L'heure de la naïveté était révolue. Une nouvelle ère commençait, et elle serait écrite selon mes propres termes. Le jeu ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la conversation avec Odette était différent. Il n'était plus le cocon réconfortant de mon indépendance, mais un espace chargé d'une tension nouvelle, un champ de bataille potentiel. J'avais posé mes limites, une première pierre dans la reconstruction de mon propre territoire. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Leurs appétits étaient insatiables, leur stratégie rodée. Il fallait agir, non pas dans la précipitation, mais avec la froide lucidité d'une stratège. Je me levai de mon fauteuil, le cuir usé cédant sous mon poids. Mon appartement, bien que modeste, était mon sanctuaire. Les murs blancs, dépouillés de tout superflu, reflétaient mon désir de clarté, de vérité. Quelques toiles abstraites, fruits de mes propres efforts créatifs, apportaient des touches de couleur sans jamais envahir l'espace. La lumière du soir filtrait à travers les larges fenêtres, peignant des traînées dorées sur le parquet. C'était un espace à mon image, forgé dans la solitude et la résilience. Je me dirigeai vers mon bureau, un meuble sobre en bois sombre, sur lequel trônait mon ordinateur portable. L'écran s'illumina, révélant une interface épurée. Il était temps de passer à l'action, de concrétiser les premières étapes de mon plan. L'argent de la loterie n'était pas une fin en soi, mais un outil. Un outil puissant, certes, mais qui nécessitait une gestion avisée pour ne pas devenir une chaîne. Je commençai par ouvrir mon logiciel de gestion bancaire. Les chiffres qui s'affichèrent étaient encore irréels, une somme qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Pourtant, ils étaient là, bien réels, le fruit d'un hasard heureux et d'une intuition. Mon premier réflexe fut de créer de nouveaux comptes, des structures cloisonnées pour isoler cette fortune de mes finances personnelles habituelles. Une mesure de sécurité élémentaire, mais essentielle. Je me rappelais les conseils que j'avais glanés au fil des années, les livres lus sur la finance personnelle, les mises en garde contre la précipitation. Ensuite, je me plongeai dans la recherche d'un conseiller financier indépendant. Le coup de fil de ma tante, Odette, avait résonné comme un glas dans le silence de mon appartement. Un silence que j'avais appris à chérir, un cocon tissé de mes propres mains après des années de tumulte familial. J'avais gagné, et cette nouvelle, si attendue, si rêvée, aurait dû être une symphonie de joie. Au lieu de cela, elle avait réveillé les spectres du passé, les visages avides que j'avais tenté d'oublier. C'est incroyable, ma chérie. Sa voix, faussement enjouée, grattait mes tympans. Je n'arrive pas à y croire. Papa et maman sont si heureux pour toi. On va tous fêter ça. Fêter ça. Le mot résonnait creux. Je visualisais déjà les regards, les sourires forcés, les mains tendues. Ils ne voyaient pas la femme que j'étais devenue, celle qui avait appris à compter sur elle-même, celle qui avait traversé des tempêtes sans demander l'aide de personne. Ils ne voyaient que le billet, le jackpot, la manne tombée du ciel. Je suis contente que vous soyez content, Odette, avais-je répondu, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Mais je ne pense pas que ce soit le moment pour une grande fête. J'ai beaucoup de choses à organiser. Organiser? Mais tu n'as pas besoin de t'en faire pour ça. On est là, nous. Papa peut t'aider avec les investissements, il s'y connaît. Et maman,
Elle pourrait t'aider à trouver une nouvelle maison, quelque chose de plus digne de ta nouvelle vie. La pression montait, palpable. Chaque mot était une tentative de m'enfermer à nouveau dans leur toile, de me dépouiller de cette indépendance chèrement acquise. L'argent n'était qu'un prétexte. C'était le contrôle qu'ils convoitaient, le pouvoir sur ma vie qu'ils croyaient leur revenir de droit. Mais cette fois, le protagoniste ne céderait pas. L'heure de la naïveté était révolue. Une nouvelle ère commençait, et elle serait écrite selon mes propres termes. Le jeu ne faisait que commencer. Le silence qui suivit la conversation avec Odette était différent. Il n'était plus le cocon réconfortant de mon indépendance, mais un espace chargé d'une tension nouvelle, un champ de bataille potentiel. J'avais posé mes limites, une première pierre dans la reconstruction de mon propre territoire. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Leurs appétits étaient insatiables, leur stratégie rodée. Il fallait agir, non pas dans la précipitation, mais avec la froide lucidité d'une stratège. Je me levai de mon fauteuil, le cuir usé cédant sous mon poids. Mon appartement, bien que modeste, était mon sanctuaire. Les murs blancs, dépouillés de tout superflu, reflétaient mon désir de clarté, de vérité. Quelques toiles abstraites, fruits de mes propres efforts créatifs, apportaient des touches de couleur sans jamais envahir l'espace. La lumière du soir filtrait à travers les larges fenêtres, peignant des traînées dorées sur le parquet. C'était un espace à mon image, forgé dans la solitude et la résilience. Je me dirigeai vers mon bureau, un meuble sobre en bois sombre, sur lequel trônait mon ordinateur portable. L'écran s'illumina, révélant une interface épurée. Il était temps de passer à l'action, de concrétiser les premières étapes de mon plan. L'argent de la loterie n'était pas une fin en soi, mais un outil. Un outil puissant, certes, mais qui nécessitait une gestion avisée pour ne pas devenir une chaîne. Je commençai par ouvrir mon logiciel de gestion bancaire. Les chiffres qui s'affichèrent étaient encore irréels, une somme qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Pourtant, ils étaient là, bien réels, le fruit d'un hasard heureux et d'une intuition. Mon premier réflexe fut de créer de nouveaux comptes, des structures cloisonnées pour isoler cette fortune de mes finances personnelles habituelles. Une mesure de sécurité élémentaire, mais essentielle. Je me rappelais les conseils que j'avais glanés au fil des années, les livres lus sur la finance personnelle, les mises en garde contre la précipitation. Ensuite, je me plongeai dans la recherche d'un conseiller financier indépendant. Je ne voulais pas d'une banque qui me proposerait ses propres produits, ni d'un gestionnaire qui serait sous la coupe de mes futurs solliciteurs. Il me fallait quelqu'un de neutre, dont les intérêts seraient exclusivement les miens. Les premières recherches révélèrent un paysage complexe, rempli de promesses souvent creuses. Je pris mon temps, analysant les profils, les spécialisations, les retours d'expérience. Je savais que le choix de ce partenaire serait crucial. Pendant ce temps, je laissai un message vocal à Odette, formulé avec une douceur calculée. Odette, chérie, je suis désolée, je ne pourrai pas venir dîner ce soir. J'ai eu une idée de dernière minute pour l'organisation de tout ça, et je préfère avancer là-dessus. Je te rappelle demain pour fixer un moment. Bisous. Chaque mot était pesé, chaque intonation programmée pour masquer mon véritable agenda. Il fallait les tenir à distance, leur laisser croire que j'étais submergée par la tâche, que j'avais besoin de leur aide, tout en préparant le terrain pour mon indépendance totale. La nuit tombait dehors, enveloppant la ville d'une douce pénombre. J'étais assise là, devant mon écran, une tasse de thé fumant à portée de main. L'adrénaline du début s'était dissipée, laissant place à une concentration intense. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de dignité, de respect de soi. Ils avaient toujours cru pouvoir me dicter ma vie, me traiter comme une extension de leur propre désir inassouvi. L'argent n'avait fait qu'exacerber cette tendance. Je pensais à mon père, son regard souvent fuyant, sa tendance à emprunter sans jamais rembourser. Je pensais à ma mère, dont la seule ambition semblait être de vivre par procuration à travers ses enfants. Et à Odette, la médiatrice, celle qui servait de relais à leurs attentes, avec cette fausse bonhomie qui masquait une manipulation subtile. Ils étaient une force de la nature, certes, mais une nature destructrice pour moi. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément. La peur était là, tapie dans un coin de mon esprit, mais elle était désormais dominée par une détermination nouvelle. J'avais traversé trop d'épreuves pour me laisser submerger par quelques fantômes familiers. L'avenir s'ouvrait devant moi, non pas comme une page blanche, mais comme une toile vierge sur laquelle j'allais peindre mon propre chef-d'œuvre. Le jeu, comme je l'avais dit, ne faisait que commencer. Et je comptais bien y jouer selon mes propres règles. Le lendemain matin, le soleil se levait sur une ville encore endormie, mais mon esprit était déjà en éveil. La nuit avait été courte, peuplée de réflexions stratégiques plutôt que de sommeil réparateur. Le message vocal à Odette n'était qu'une première esquisse,
une manière de gagner du temps et de laisser planer une fausse sérénité. J'avais besoin d'un rempart, d'une barrière infranchissable entre ma nouvelle réalité et les appétits voraces de ma famille. La recherche d'un conseiller financier indépendant avait occupé une bonne partie de mes pensées. Ce n'était pas une mince affaire. Les premières pistes explorées sur Internet avaient vite révélé le caractère parfois opaque de ce secteur. Des noms ronflants, des promesses de rendement mirobolantes, mais peu d'informations concrètes sur leur indépendance réelle. Je voulais un professionnel dont la seule loyauté serait envers moi, pas envers les banques ou les fonds d'investissement qui cherchaient à capter ma fortune naissante. Je décidai de me rendre dans un quartier plus aisé de la ville, là où les bureaux de conseil financier semblaient plus discrets, moins ostentatoires. L'idée était de trouver quelqu'un qui ne serait pas immédiatement alerté par l'arrivée d'un nouveau client potentiel, quelqu'un qui apprécierait la discrétion autant que moi. Je me garai dans une rue arborée, un peu à l'écart de l'agitation principale, et me dirigeai vers un immeuble de verre et d'acier, sobre mais imposant. L'accueil était professionnel, presque distant. Après avoir décliné mon identité et la raison de ma visite, on me fit patienter dans un salon feutré, où une musique douce et des magazines spécialisés tentaient de dissiper toute anxiété. Quelques minutes plus tard, une femme apparut. Elle devait avoir une 50aine d'années, des cheveux gris tirés en un chignon strict, et un regard vif derrière des lunettes fines. Son tailleur était impeccable, sa poignée de main ferme. Elle se présenta comme Madame Dubois. Nous nous assîmes dans un bureau dont la seule décoration était une œuvre d'art contemporain, une sculpture abstraite qui semblait défier la gravité. J'expliquai ma situation, sans trop entrer dans les détails de la loterie, me contentant de parler d'un héritage conséquent, et de mon besoin d'une gestion prudente et indépendante. Madame Dubois écouta attentivement, posant des questions précises, sans jamais juger ni s'immiscer dans mes motivations personnelles. Elle me parla de sa philosophie de travail, axée sur la transparence, la diversification et la protection du patrimoine. Il ne s'agissait plus seulement de préserver mon argent, mais de me préserver moi-même. De me libérer de l'emprise psychologique qui m'avait maintenue captive si longtemps. Ils avaient toujours vu mon existence comme une extension de la leur, une ressource à exploiter. Cette fois, les rôles seraient inversés. J'étais la maître d'œuvre, et eux, les acteurs involontaires de ma nouvelle pièce. La nuit tombait, enveloppant la ville d'un voile protecteur. J'ai fermé mon ordinateur, le cœur battant d'une détermination nouvelle. Le silence de mon appartement n'était plus un vide, mais un espace de pouvoir. Le jeu était loin d'être terminé, et je me sentais plus prête que jamais à le mener à bien. Le soleil de ce nouveau jour filtrait à travers les voilages de mon appartement, apportant avec lui une clarté nouvelle, presque apaisante. Les documents étalés sur mon bureau, vestiges de ma nuit de labeur stratégique, témoignaient de la métamorphose en cours. Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais une véritable réorganisation de mon existence, une reconstruction minutieuse des fondations de ma vie. La rencontre avec Madame Dubois la veille avait été un baume, une preuve tangible qu'il existait des professionnels capables de naviguer dans ces eaux troubles avec intégrité. J'avais besoin de cette assurance, de ce filet de sécurité tangible avant d'affronter la tempête familiale qui s'annonçait inévitablement. J'ouvris mon ordinateur portable, l'écran s'illuminant sur une mosaïque de fenêtres ouvertes. La gestion bancaire, les simulations d'investissement, les recherches sur les assurances vie. Chaque élément était une pièce du puzzle que je mettais patiemment en place. Je me suis autorisé une courte pause pour me préparer un café, le rituel familier apportant une touche de normalité à cette journée déjà surchargée. Tandis que l'eau chauffait, mon regard s'est arrêté sur une vieille photographie posée sur une étagère. C'était moi, plus jeune, le sourire naïf, entouré de ma famille lors d'une fête d'anniversaire. Un sourire sincère, avant que les calculs ne remplacent les émotions, avant que l'argent ne devienne le seul langage compris. Une pointe de tristesse m'a traversé. Ces visages, autrefois source de réconfort, étaient désormais des adversaires potentiels. Le téléphone sonna, me sortant de mes pensées. Le nom d'Odette s'afficha sur l'écran. J'ai hésité une fraction de seconde avant de décrocher. « Bonjour Odette », dis-je d'une voix aussi neutre que possible. « Comment vas-tu » Sa réponse fut un flot de paroles enjouées, une fausse légèreté qui masquait à peine l'impatience sous-jacente. Elle voulait savoir quand j'allais pouvoir les recevoir, quand je comptais leur parler de la bonne nouvelle. Je lui ai répondu avec une douceur calculée, prétextant des rendez-vous importants et la nécessité de mettre de l'ordre dans mes affaires avant de pouvoir accueillir tout le monde. Je lui ai promis de les tenir informés, une promesse évasive qui me laissait le temps de consolider mes défenses. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange de lassitude et de détermination. Jouer ce rôle, celui de la personne dépassée mais organisée, demandait une énergie considérable. Mais chaque jour qui passait, chaque étape franchie dans la mise en place de ma stratégie, renforçait ma résolution.
Je ne pouvais pas me permettre de faiblir. L'idée de me rendre à la banque pour discuter des options de placement m'a traversé l'esprit, mais j'ai vite écarté cette pensée. Les banques étaient trop liées aux réseaux familiaux, trop susceptibles de partager des informations. Madame Dubois était mon unique interlocutrice pour l'instant. La journée s'est déroulée ainsi, rythmée par les recherches, les appels discrets et la planification minutieuse de mes prochains mouvements. J'ai passé en revue les différentes assurances-vie, comparé les taux, étudié les clauses. Il fallait penser à tout, anticiper leurs réactions, leurs tentatives de pression. J'ai même commencé à me renseigner sur les dispositifs de protection juridique, une mesure extrême peut-être, mais qui me donnait un sentiment de sécurité supplémentaire. L'appartement, autrefois simple lieu de vie, était devenu le centre névralgique de ma contre-offensive. Les murs blancs semblaient absorber le poids de mes décisions, tandis que la lumière du soir, plus douce, effaçait peu à peu les contours de mes angoisses. Je me suis arrêté un instant, le regard perdu dans le vide. Il ne s'agissait plus seulement de préserver mon argent, mais de me préserver moi-même. De me libérer de l'emprise psychologique qui m'avait maintenue captive si longtemps. Ils avaient toujours vu mon existence comme une extension de la leur, une ressource à exploiter. Cette fois, les rôles seraient inversés. J'étais la maître d'œuvre, et eux, les acteurs involontaires de ma nouvelle pièce. La nuit tombait, enveloppant la ville d'un voile protecteur. J'ai fermé mon ordinateur, le cœur battant d'une détermination nouvelle. Le silence de mon appartement n'était plus un vide, mais un espace de pouvoir. Le jeu était loin d'être terminé, et je me sentais plus prête que jamais à le mener à bien. Une nouvelle perspective s'ouvrait, celle d'une indépendance farouchement gardée. Le soleil du lendemain matin filtra à travers les voilages de mon appartement, apportant avec lui une clarté nouvelle. Les documents étalés sur mon bureau, vestiges de ma nuit de labeur stratégique, témoignaient de la métamorphose en cours. Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais une véritable réorganisation de mon existence. La rencontre avec Madame Dubois avait été un baume, une preuve tangible qu'il existait des professionnels capables de naviguer dans ces eaux troubles avec intégrité. J'avais besoin de cette assurance, de ce filet de sécurité tangible avant d'affronter la tempête familiale qui s'annonçait inévitablement. J'ouvris mon ordinateur portable, l'écran s'illuminant sur une mosaïque de fenêtres ouvertes. La gestion bancaire, les simulations d'investissement, les recherches sur les assurances-vie. Chaque élément était une pièce du puzzle que je mettais patiemment en place. Je me suis autorisé une courte pause pour me préparer un café, le rituel familier apportant une touche de normalité à cette journée déjà surchargée. Tandis que l'eau chauffait, mon regard s'est arrêté sur une vieille photographie posée sur une étagère. C'était moi, plus jeune, le sourire naïf, entouré de ma famille lors d'une fête d'anniversaire. Un sourire sincère, avant que les calculs ne remplacent les émotions, avant que l'argent ne devienne le seul langage compris. Une pointe de tristesse m'a traversée. Ces visages, autrefois source de réconfort, étaient désormais des adversaires potentiels. Le téléphone sonna, me sortant de mes pensées. Le nom d'Odette s'afficha sur l'écran. J'ai hésité une fraction de seconde avant de décrocher. « Bonjour Odette », dis-je d'une voix aussi neutre que possible. « Comment vas-tu » Sa réponse fut un flot de paroles enjouées, une fausse légèreté qui masquait à peine l'impatience sous-jacente. Elle voulait savoir quand j'allais pouvoir les recevoir, quand je comptais leur parler de la bonne nouvelle. Je lui ai répondu avec une douceur calculée, prétextant des rendez-vous importants et la nécessité de mettre de l'ordre dans mes affaires avant de pouvoir accueillir tout le monde. Je lui ai promis de les tenir informés, une promesse évasive qui me laissait le temps de consolider mes défenses. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange de lassitude et de détermination. Jouer ce rôle, celui de la personne dépassée mais organisée, demandait une énergie considérable. Mais chaque jour qui passait, chaque étape franchie dans la mise en place de ma stratégie, renforçait ma résolution. Je ne pouvais pas me permettre de faiblir. L'idée de me rendre à la banque pour discuter des options de placement m'a traversé l'esprit, mais j'ai vite écarté cette pensée. Les banques étaient trop liées aux réseaux familiaux, trop susceptibles de partager des informations. Madame Dubois était mon unique interlocutrice pour l'instant. La journée s'est déroulée ainsi, rythmée par les recherches, les appels discrets et la planification minutieuse de mes prochains mouvements. J'ai passé en revue les différentes assurances-vie, comparé les taux, étudié les clauses. Il fallait penser à tout, anticiper leurs réactions, leurs tentatives de pression. J'ai même commencé à me renseigner sur les dispositifs de protection juridique, une mesure extrême peut-être, mais qui me donnait un sentiment de sécurité supplémentaire. L'appartement, autrefois simple lieu de vie, était devenu le centre névralgique de ma contre-offensive. Les murs blancs semblaient absorber le poids de mes décisions, tandis que la lumière du soir, plus douce, effaçait peu à peu les contours de mes angoisses. Je me suis arrêté un instant,
le regard perdu dans le vide. Il ne s'agissait plus seulement de préserver mon argent, mais de me préserver moi-même. De me libérer de l'emprise psychologique qui m'avait maintenue captive si longtemps. Ils avaient toujours vu mon existence comme une extension de la leur, une ressource à exploiter. Cette fois, les rôles seraient inversés. J'étais la maître d'œuvre, et eux, les acteurs involontaires de ma nouvelle pièce. La nuit tombait, enveloppant la ville d'un voile protecteur. J'ai fermé mon ordinateur, le cœur battant d'une détermination nouvelle. Le silence de mon appartement n'était plus un vide, mais un espace de pouvoir. Le jeu était loin d'être terminé, et je me sentais plus prête que jamais à le mener à bien. Une nouvelle perspective s'ouvrait, celle d'une indépendance farouchement gardée. Le soleil de ce nouveau jour filtrait à travers les voilages de mon appartement, apportant avec lui une clarté nouvelle, presque apaisante. Les documents étalés sur mon bureau, vestiges de ma nuit de labeur stratégique, témoignaient de la métamorphose en cours. Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais une véritable réorganisation de mon existence, une reconstruction minutieuse des fondations de ma vie. La rencontre avec Madame Dubois la veille avait été un baume, une preuve tangible qu'il existait des professionnels capables de naviguer dans ces eaux troubles avec intégrité. J'avais besoin de cette assurance, de ce filet de sécurité tangible avant d'affronter la tempête familiale qui s'annonçait inévitablement. J'ouvris mon ordinateur portable, l'écran s'illuminant sur une mosaïque de fenêtres ouvertes. La gestion bancaire, les simulations d'investissement, les recherches sur les assurances-vie. Chaque élément était une pièce du puzzle que je mettais patiemment en place. Je me suis autorisé une courte pause pour me préparer un café, le rituel familier apportant une touche de normalité à cette journée déjà surchargée. Tandis que l'eau chauffait, mon regard s'est arrêté sur une vieille photographie posée sur une étagère. C'était moi, plus jeune, le sourire naïf, entouré de ma famille lors d'une fête d'anniversaire. Un sourire sincère, avant que les calculs ne remplacent les émotions, avant que l'argent ne devienne le seul langage compris. Une pointe de tristesse m'a traversée. Ces visages, autrefois source de réconfort, étaient désormais des adversaires potentiels. Le téléphone sonna, me sortant de mes pensées. Le nom d'Odette s'afficha sur l'écran. J'ai hésité une fraction de seconde avant de décrocher. « Bonjour Odette », dis-je d'une voix aussi neutre que possible. « Comment vas-tu » Sa réponse fut un flot de paroles enjouées, une fausse légèreté qui masquait à peine l'impatience sous-jacente. Elle voulait savoir quand j'allais pouvoir les recevoir, quand je comptais leur parler de la bonne nouvelle. Je lui ai répondu avec une douceur calculée, prétextant des rendez-vous importants et la nécessité de mettre de l'ordre dans mes affaires avant de pouvoir accueillir tout le monde. Je lui ai promis de les tenir informés, une promesse évasive qui me laissait le temps de consolider mes défenses. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange de lassitude et de détermination. Jouer ce rôle, celui de la personne dépassée mais organisée, demandait une énergie considérable. Mais chaque jour qui passait, chaque étape franchie dans la mise en place de ma stratégie, renforçait ma résolution. Je ne pouvais pas me permettre de faiblir. L'idée de me rendre à la banque pour discuter des options de placement m'a traversé l'esprit, mais j'ai vite écarté cette pensée. Les banques étaient trop liées aux réseaux familiaux, trop susceptibles de partager des informations. Madame Dubois était mon unique interlocutrice pour l'instant. La journée s'est déroulée ainsi, rythmée par les recherches, les appels discrets et la planification minutieuse de mes prochains mouvements. J'ai passé en revue les différentes assurances-vie, comparé les taux, étudié les clauses. Il fallait penser à tout, anticiper leurs réactions, leurs tentatives de pression. J'ai même commencé à me renseigner sur les dispositifs de protection juridique, une mesure extrême peut-être, mais qui me donnait un sentiment de sécurité supplémentaire. L'appartement, autrefois simple lieu de vie, était devenu le centre névralgique de ma contre-offensive. Les murs blancs semblaient absorber le poids de mes décisions, tandis que la lumière du soir, plus douce, effaçait peu à peu les contours de mes angoisses. Je me suis arrêté un instant, le regard perdu dans le vide. Il ne s'agissait plus seulement de préserver mon argent, mais de me préserver moi-même. De me libérer de l'emprise psychologique qui m'avait maintenue captive si longtemps. Ils avaient toujours vu mon existence comme une extension de la leur, une ressource à exploiter. Cette fois, les rôles seraient inversés. J'étais la maître d'œuvre, et eux, les acteurs involontaires de ma nouvelle pièce. La nuit tombait, enveloppant la ville d'un voile protecteur. J'ai fermé mon ordinateur, le cœur battant d'une détermination nouvelle. Le silence de mon appartement n'était plus un vide, mais un espace de pouvoir. Le jeu était loin d'être terminé, et je me sentais plus prête que jamais à le mener à bien. Une nouvelle perspective s'ouvrait, celle d'une indépendance farouchement gardée. Le lendemain matin, j'ai décidé de changer de décor. Le poids des murs de mon appartement commençait à m'écraser. J'ai enfilé un manteau léger et suis sortie,
cherchant l'air frais de la ville pour me clarifier les idées. J'ai erré sans but précis, observant les passants, leur vie apparemment si simple, si éloignée des calculs et des stratégies qui occupaient mon esprit. J'ai fini par me retrouver devant une librairie, un refuge familier. Entrer dans cet univers de papier et d'encre était toujours une forme d'évasion. Mes doigts ont effleuré les reliures, cherchant une distraction, un répit. J'ai déambulé entre les étagères, mon regard tombant sur un ouvrage traitant de la psychologie des familles dysfonctionnelles. Un sourire amer a effleuré mes lèvres. La vie imitait l'art, ou plutôt, l'art semblait avoir anticipé ma propre situation. J'ai acheté le livre, l'emportant avec moi comme une nouvelle arme dans mon arsenal. De retour chez moi, le téléphone sonna à nouveau. C'était mon frère, Thomas. Sa voix, toujours empreinte d'une fausse bonhomie, cherchait à savoir si j'avais réfléchi à leur proposition. Je lui ai opposé la même réponse évasive qu'à Odette, invoquant la complexité de mes affaires. Il a insisté, parlant de l'unité familiale et de l'importance de partager. Chaque mot était une tentative de me manipuler, de me faire culpabiliser. J'ai coupé court à la conversation, me sentant épuisé par cette joute verbale. La fatigue émotionnelle s'accumulait, mais ma détermination ne faiblissait pas. J'ai ouvert le livre acheté ce matin-là. Les premières pages décrivaient les mécanismes de contrôle et de manipulation au sein des familles. C'était précisément ce que j'avais vécu toute ma vie, sans jamais en avoir conscience. Ce savoir nouveau était à la fois douloureux et libérateur. Il me donnait les clés pour comprendre leurs agissements et surtout, pour y résister. Le soir tombait doucement. J'ai allumé une lampe, la lumière douce éclairant mon espace de travail. Les chiffres et les graphiques sur mon écran n'étaient plus seulement des outils financiers, mais les symboles de ma future indépendance. J'ai repris mes recherches, affinant ma stratégie, anticipant chaque mouvement possible de leur part. L'idée de consulter un avocat spécialisé en droit des successions a commencé à germer. Il était temps de passer de la planification à l'action concrète, de transformer mes recherches en mesures tangibles. Chaque pas me rapprochait de mon objectif, me libérer de leur emprise et construire ma propre vie, loin de leurs calculs et de leurs attentes. Le livre sur les familles dysfonctionnelles reposait ouvert sur mon bureau, ses pages jaunies semblant chuchoter des vérités que j'avais ignorées si longtemps. Chaque phrase était une confirmation, un éclairage nouveau sur les dynamiques insidieuses qui avaient façonné mon existence. Je relisais un passage sur la manipulation émotionnelle, le sentiment de culpabilité comme levier principal. C'était exactement cela. Leurs appels, leurs insinuations, leurs appels à la solidarité familiale, n'étaient que des tactiques pour me maintenir sous leur emprise. Thomas, avec sa fausse bonhomie, était un maître en la matière. Sa voix traînait, chaque mot pesait pour instiller le doute. Je me suis levé, sentant le besoin de bouger, de dissiper l'étau de la mélancolie qui menaçait de m'en serre. L'idée de consulter un avocat, mûrie la veille, prenait désormais une forme plus concrète, plus urgente. Il était temps de passer de la théorie à la pratique, de transformer ma stratégie de défense en action tangible. J'ai saisi mon téléphone, le cœur battant un rythme plus résolu. Trouver le bon professionnel, quelqu'un d'expérimenté en droit des successions et, idéalement, familier avec les subtilités des conflits familiaux, était ma priorité absolue. Une recherche rapide en ligne m'a dirigé vers le cabinet d'une certaine maître Leclerc. Son profil mettait en avant son expertise dans la protection du patrimoine et sa discrétion. Des qualités essentielles à ce stade. J'ai composé le numéro, priant pour qu'elle soit disponible rapidement. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle. J'ai expliqué brièvement ma situation, sans entrer dans les détails trop intimes, me contentant de parler de complexité successorale et de désaccords familiaux. Elle a proposé un rendez-vous pour le lendemain matin. Un petit pas, mais un pas de géant pour moi. De retour à mon bureau, j'ai rouvert mon ordinateur. Les chiffres sur l'écran n'étaient plus seulement des données abstraites, mais les piliers de mon future indépendance. J'ai peaufiné les simulations d'investissement, comparé les différentes options d'assurance vie avec une minutie redoublée. Il fallait que tout soit irréprochable, que chaque décision soit étayée par des faits, des chiffres, des garanties. Je ne pouvais laisser aucune place à l'imprévu, aucune faille dans mon armure. L'idée de me rendre à la banque pour finaliser certains transferts m'a traversé l'esprit, mais j'ai préféré attendre l'avis de maître Leclerc. Il valait mieux ne pas multiplier les interlocuteurs avant d'avoir une stratégie juridique claire. La fatigue commençait à se faire sentir, une fatigue sourde, celle de l'effort constant, de la vigilance permanente. Mais sous cette fatigue, une nouvelle énergie pulsait. Celle de la détermination, celle de la reconquête de soi. Ils avaient toujours cru me connaître, me sous-estimer. Ils avaient fait de moi leur confidente, leur exutoire, et maintenant, leur proie.
Mais ils ignoraient ma transformation. Ils ignoraient que j'avais appris à lire entre les lignes, à décrypter leurs intentions, à anticiper leurs coups. Ce livre, posé là, n'était qu'une partie de mon nouvel arsenal. Le véritable pouvoir résidait désormais en moi, dans ma capacité à rester froide, calculatrice, et surtout, à agir pour mon propre compte. La nuit était tombée, mais mon esprit était plus clair que jamais. Le combat ne faisait que commencer, et j'étais prête à le mener jusqu'au bout. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les rideaux de mon appartement semblait moins agressive, presque complice. Le rendez-vous avec Maître Leclerc était fixé pour 10 heures. J'avais passé la nuit à peaufiner mes notes, à anticiper les questions qu'elle pourrait me poser, à m'assurer que chaque détail de ma situation financière était limpide et organisé. La veille, en relisant le livre sur les familles dysfonctionnelles, j'avais ressenti un mélange étrange de douleur et de lucidité. Comprendre les mécanismes de manipulation me donnait une force nouvelle, une armure contre leurs assauts incessants. Je suis arrivée au cabinet avec une légère avance. L'endroit était discret, niché dans une rue paisible du centre-ville, loin de l'agitation familière de mon quartier. L'accueil fut professionnel, empreint d'une courtoisie qui contrastait vivement avec la chaleur feinte de mes proches. Maître Leclerc était une femme d'une 50aine d'années, au regard vif et à la posture droite. Son bureau, sobrement décoré, dégageait une atmosphère de confiance et de sérieux. Les dossiers empilés sur son bureau n'étaient pas le signe du désordre, mais d'une activité intense et organisée. « Bonjour, asseyez-vous je vous prie », dit-elle d'une voix posée. « Vous m'avez parlé de complexité successorale. Expliquez-moi, de manière aussi détaillée que possible, votre situation. » J'ai commencé à parler, ma voix d'abord un peu hésitante, puis gagnant en assurance à mesure que je déroulais le fil de mes préoccupations. J'ai évoqué la récente nouvelle, la somme considérable dont j'étais désormais bénéficiaire, et la réaction immédiate de ma famille. J'ai parlé de leurs appels insistants, de leurs propositions qui ressemblaient étrangement à des ultimatums, de cette pression constante pour que je partage ce qui était désormais mien. Je me suis gardée de toute effusion, de toute plainte. J'ai présenté les faits, les chiffres, les dates. J'ai senti son regard analyser chaque mot, chaque nuance. « Je comprends », dit-elle après un long silence, ses doigts joignant le bout des siens. Votre famille semble considérer cet argent comme une ressource commune, une sorte de cagnotte familiale à redistribuer. C'est une dynamique malheureusement fréquente dans certains contextes. Elle a ouvert un dossier, y glissant une feuille. Vous avez bien fait de venir me voir rapidement. Il est essentiel de mettre en place des mesures de protection avant que la situation ne s'envenime davantage. Elle m'a expliqué les différentes options. La création d'une fiducie, la mise en place de donations encadrées, la consultation d'un notaire pour clarifier la transmission des biens. Chaque terme était nouveau, mais porteur d'une promesse de sécurité. Elle a souligné l'importance de rester ferme, de ne pas céder à la pression émotionnelle. Votre sentiment de culpabilité, s'il existe, est le principal levier qu'ils utiliseront. Il faudra vous en prémunir. Nous avons convenu d'un nouveau rendez-vous pour la semaine suivante, afin de finaliser les documents. En sortant du cabinet, le soleil me parut plus éclatant encore. Une partie du poids qui pesait sur mes épaules semblait s'être envolée. Ce n'était pas une victoire, pas encore, mais c'était un pas décisif vers la reconquête de ma propre vie. La route serait longue, semée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais armée, guidée. Ma famille avait sous-estimé ma capacité à changer, à me défendre. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils s'étaient trompés. La partie ne faisait que commencer, et je comptais bien la gagner. Le soleil de cette nouvelle journée semblait effectivement plus clément, une promesse voilée d'une quiétude retrouvée. Le rendez-vous avec Maître Leclerc avait marqué un tournant, un ancrage dans une réalité où mes droits commençaient à prendre forme. J'avais passé les jours suivants à rassembler méticuleusement tous les documents que Maître Leclerc m'avait demandés. Relevés bancaires, actes de propriété, correspondances échangées avec ma famille, même ces courriers électroniques empreints de cette culpabilité subtile qu'il distillait si habilement. Chaque papier était une pièce du puzzle, une preuve tangible de leur emprise et de mes efforts pour m'en libérer. Thomas, fidèle à lui-même, avait tenté une nouvelle approche. Un appel téléphonique, empreint d'une fausse inquiétude. « Tu ne réponds plus à nos messages, ma sœur. Nous sommes si préoccupés. J'ai juste voulu savoir si tout allait bien. Et puis, je voulais te parler de cette nouvelle opportunité d'investissement que nous avons dénichée. C'est une affaire en or, vraiment. Il faudrait qu'on en discute rapidement, avant que ça ne nous échappe. » Sa voix était douce, presque suppliante, mais je décelais la même urgence dissimulée, le même appât tendu. J'ai raccroché, le cœur serré mais ferme. Je ne céderai pas à cette pression sournoise. Maître Leclerc avait raison.
La culpabilité était leur arme favorite, et j'avais décidé de la désamorcer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'actions concrètes. Maître Leclerc m'a guidé avec une précision chirurgicale à travers les méandres de la loi. Nous avons mis en place des mesures de protection, des barrières juridiques solides pour encadrer la transmission de mon héritage. J'ai dû faire des choix, des décisions qui pesaient lourd, mais qui étaient nécessaires. J'ai rencontré un notaire, un homme aussi réservé que Maître Leclerc, pour officialiser certains aspects. L'idée de mettre en place une fiducie, proposée par mon avocate, me semblait la meilleure solution pour sécuriser une partie de mes fonds et m'assurer une indépendance financière durable. Pendant ce temps, ma famille redoublait d'efforts. Les appels se faisaient plus fréquents, les visites impromptues plus insistantes. Ils venaient avec des sourires forcés, des cadeaux dérisoires, des phrases chargées de sous-entendus. « On ne veut que ton bien, ma chérie », disait ma mère, ses yeux brillant d'une émotion que je ne parvenais plus à décrypter comme sincère. Mon père, lui, restait plus en retrait, laissant Thomas mener la danse, le sourire enjôleur, les mains toujours prêtes à saisir une opportunité. Je les recevais, polies, distantes, répondant par des phrases courtes et évasives. Je ne leur donnais aucune prise, aucun indice sur les démarches que j'avais entreprises. L'ignorance était ma meilleure alliée. Un soir, alors que je relisais les notes de Maître Leclerc, une phrase m'a particulièrement frappée: « Le silence est parfois la réponse la plus éloquente. » J'ai compris alors que je n'avais plus à me justifier, à expliquer mes choix. Mon silence, ma distance, étaient déjà des réponses. Ils signifiaient que je ne jouais plus selon leurs règles. Le livre sur les familles dysfonctionnelles, posé sur ma table de chevet, me rappelait sans cesse que leur comportement était le reflet de leurs propres insécurités, de leur incapacité à me voir comme une adulte autonome. Le poids de la solitude commençait à s'estomper, remplacé par une forme de sérénité calculée. Je n'étais plus la jeune femme naïve qu'ils avaient cru connaître. J'avais appris à me protéger, à distinguer leurs intentions réelles de leurs paroles mielleuses. Le chemin était encore long, mais chaque étape franchie me rapprochait de ma véritable liberté. Ils pensaient m'avoir acculée, mais ils avaient involontairement catalysé ma transformation. L'argent n'était qu'un moyen, la véritable victoire serait de retrouver mon identité, de me reconstruire loin de leur emprise. Les semaines s'étaient étirées, chacune apportant son lot de démarches juridiques, de rendez-vous avec Maître Leclerc et le notaire, et de conversations téléphoniques où je devais constamment réaffirmer mes limites. L'idée de la fiducie prenait forme, un rempart solide contre les assauts à venir. J'avais enfin trouvé un équilibre précaire, une forme de sérénité forgée dans la nécessité. Le livre sur les familles dysfonctionnelles restait ouvert sur ma table de chevet, ses pages cornées témoignant de mes lectures nocturnes, de cette quête de compréhension qui me donnait la force de tenir bon. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le salon, mon téléphone sonna. C'était Thomas. Sa voix, cette fois, portait une nuance différente, un mélange de fausse bonhomie et d'une insistance nouvelle. « Ma sœur, j'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ai réussi à mettre la main sur des informations concernant une nouvelle opportunité d'investissement. C'est une affaire qui pourrait vraiment nous rapporter gros, à nous deux. Il faut qu'on se voie pour en discuter, vite. Avant que ça ne nous file entre les doigts. » Je l'écoutais, le cœur battant d'une fatigue familière. L'appât était le même, seule la présentation avait changé. « Thomas, je suis occupé en ce moment, » répondis-je, ma voix aussi neutre que possible. « J'ai beaucoup de choses à gérer. Mais c'est justement pour ça. » Insista-t-il, sa voix montant d'un ton. « Ça va te permettre de te dégager de tout ça. Imagine, une rente confortable, plus besoin de te soucier de quoi que ce soit. Il suffit juste d'un petit effort de ta part, une petite avancée de fonds, et le reste suivra. Pense à ce que tu peux faire avec cet argent. » Je sentis monter en moi une colère sourde, une lassitude profonde face à leur insistance. Ils ne comprenaient donc rien? Ou refusaient-ils de comprendre? Maître Leclerc avait raison, il fallait couper court. « Thomas, je ne suis pas intéressé par tes propositions d'investissement, » dis-je fermement. « Et pour être clair, je ne souhaite plus discuter de mes finances avec toi. » J'ai pris mes dispositions. Un silence glacial suivit mes paroles. Je pouvais presque sentir son regard incrédule de l'autre côté de la ligne. « Tes dispositions? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Tu es sûr de ce que tu fais? Maman et papa sont très inquiets. Ils ne comprennent pas pourquoi tu t'éloignes comme ça. » « Je ne m'éloigne pas, Thomas. Jeme protke. » La phrase me semblait presque étrange, sortie de ma bouche. Elle portait le poids des semaines de réflexion, des démarches entreprises. Je ne suis plus la petite sœur naïve que vous avez connue. J'ai mes propres décisions à prendre, et je les prendrai. Mais c'est nous qui t'avons toujours aidé.
s'écria-t-il, la façade de douceur s'effritant pour laisser place à une accusation à peine voilée. On a toujours été là pour toi. Et maintenant, tu nous rejettes comme ça? Le reproche, la culpabilité, le chantage affectif. Tout y était. Mais cette fois, je n'étais plus vulnérable. Le livre, les conseils de Maître Leclerc, tout cela avait construit en moi une nouvelle armure. Vous étiez là pour moi, c'est vrai, concédai-je, essayant de garder une voix calme. Mais vous étiez là avec vos propres attentes, vos propres besoins. Je vous remercie pour ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, j'ai besoin de tracer ma propre voie. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre, le cœur battant la chamade, mais avec une étrange sensation de légèreté. C'était la première fois que je mettais un terme aussi définitif à une de leurs tentatives. La porte était fermée, du moins pour l'instant. Je savais que ce n'était qu'un répit, que les assauts reprendraient sous une autre forme. Mais j'avais gagné une bataille. J'avais tenu bon. L'écho de mes propres mots résonnait dans mon esprit, je me protège. C'était ma nouvelle devise. Le chemin vers ma liberté ne faisait que commencer, et je me sentais plus forte que jamais pour l'emprunter. Le soleil, qui avait enfin percé les nuages, éclairait la pièce d'une lumière douce, comme une promesse silencieuse. Le soleil, qui avait enfin percé les nuages, éclairait la pièce d'une lumière douce, comme une promesse silencieuse. Mes mots résonnaient encore dans le vide de la ligne téléphonique, et avec eux, une nouvelle certitude. Jeme prodgeis. Cette phrase, autrefois étrangère, était devenue mon mantra. Maître Leclerc avait raison, le silence était une réponse, et mon silence avait enfin parlé. Les jours qui suivirent furent empreints d'une quiétude nouvelle, une sorte de calme avant la tempête, ou peut-être le calme après. J'avais pris mes distances, et mes parents, pour la première fois, semblaient avoir compris que le jeu était terminé. Les appels de Thomas s'étaient faits plus rares, plus hésitants. Les visites impromptues avaient cessé. Un voile de silence s'était installé entre nous, un silence lourd de non-dits, mais qui, pour moi, était une délivrance. J'avais continué à avancer sur les aspects juridiques de ma situation. Le notaire, Monsieur Dubois, était un homme d'une grande discrétion, dont la voix posée me rassurait. Il avait pris le temps de m'expliquer en détail le fonctionnement de la fiducie que j'avais décidé de mettre en place. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'indépendance. La possibilité de gérer mes fonds selon mes propres termes, sans l'ombre de leur influence, était un baume sur des années de manipulation. Un après-midi, alors que je feuilletais distraitement un magazine dans le salon, la sonnette retentit. Mon cœur fit un bond. Qui cela pouvait-il être? J'avais instauré une routine, une sorte de bulle protectrice. L'idée d'une nouvelle intrusion me glaça. Je me levai, le pas hésitant, et jetai un œil par le Judas. C'était ma mère. Sa présence, si inattendue, me déconcerta. J'ouvris la porte, le visage aussi neutre que possible. Elle se tenait là, un sac de course à la main, un sourire fragile sur les lèvres. Ma chérie, je passais par là. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de quelques provisions. Sa voix était douce, presque timide. C'était une tentative de retour, une approche différente, moins frontale. Je la laissai entrer, me sentant prise au dépourvu. Nous nous assîmes dans le salon, un silence gêné s'installant entre nous. Elle regardait autour d'elle, comme si elle découvrait l'endroit pour la première fois. Tu as fait de belles choses ici, murmura-t-elle, ses yeux s'arrêtant sur une petite sculpture que j'avais achetée lors d'un voyage. Merci, répondis-je simplement, ne sachant trop quoi dire. Je sentais son regard sur moi, scrutateur, cherchant une faille, une ouverture. Elle ne parlait pas de Thomas, ni de mon père. Elle ne parlait pas d'argent. Elle parlait de choses anodines, de la météo, de ses voisins. C'était une conversation de façade, une tentative de renouer le lien, ou du moins, de le maintenir en vie. Tu sais, ma chérie, commença-t-elle enfin, sa voix se faisant plus grave, nous nous inquiétons pour toi. Thomas et moi, nous ne comprenons pas pourquoi tu t'es tant éloigné. Nous voulons juste ton bonheur. Le discours était familier, mais l'émotion dans sa voix semblait, pour la première fois, moins calculée, plus humaine. Je la regardai, cherchant la vérité dans ses yeux. Était-ce une nouvelle stratégie? Ou était-ce le début d'une prise de conscience? Je ne pouvais pas le savoir avec certitude. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Le chemin que j'avais choisi était le mien. Maman, dis-je, ma voix ferme mais sans dureté, je vous aime. Mais j'ai besoin de vivre ma vie. De faire mes propres choix. Je ne lui donnais pas de détails sur mes démarches, sur la fiducie, sur Maître Leclerc. Le silence était toujours ma meilleure arme. Elle hocha lentement la tête, une larme roulant sur sa joue. Mes mots résonnaient encore dans le vide de la ligne téléphonique, et avec eux, une nouvelle certitude. Jeme prodgeis.
Cette phrase, autrefois étrangère, était devenue mon mantra. Maître Leclerc avait raison, le silence était une réponse, et mon silence avait enfin parlé. Les jours qui suivirent furent empreints d'une quiétude nouvelle, une sorte de calme avant la tempête, ou peut-être le calme après. J'avais pris mes distances, et mes parents, pour la première fois, semblaient avoir compris que le jeu était terminé. Les appels de Thomas s'étaient faits plus rares, plus hésitants. Les visites impromptues avaient cessé. Un voile de silence s'était installé entre nous, un silence lourd de non-dits, mais qui, pour moi, était une délivrance. J'avais continué à avancer sur les aspects juridiques de ma situation. Le notaire, Monsieur Dubois, était un homme d'une grande discrétion, dont la voix posée me rassurait. Il avait pris le temps de m'expliquer en détail le fonctionnement de la fiducie que j'avais décidé de mettre en place. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'indépendance. La possibilité de gérer mes fonds selon mes propres termes, sans l'ombre de leur influence, était un baume sur des années de manipulation. Un après-midi, alors que je feuilletais distraitement un magazine dans le salon, la sonnette retentit. Mon cœur fit un bond. Qui cela pouvait-il être? J'avais instauré une routine, une sorte de bulle protectrice. L'idée d'une nouvelle intrusion me glaça. Je me levai, le pas hésitant, et jetai un œil par le Judas. C'était ma mère. Sa présence, si inattendue, me déconcerta. J'ouvris la porte, le visage aussi neutre que possible. Elle se tenait là, un sac de course à la main, un sourire fragile sur les lèvres. Ma chérie, je passais par là. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de quelques provisions. Sa voix était douce, presque timide. C'était une tentative de retour, une approche différente, moins frontale. Je la laissai entrer, me sentant prise au dépourvu. Nous nous assîmes dans le salon, un silence gêné s'installant entre nous. Elle regardait autour d'elle, comme si elle découvrait l'endroit pour la première fois. Tu as fait de belles choses ici, murmura-t-elle, ses yeux s'arrêtant sur une petite sculpture que j'avais achetée lors d'un voyage. Merci, répondis-je simplement, ne sachant trop quoi dire. Je sentais son regard sur moi, scrutateur, cherchant une faille, une ouverture. Elle ne parlait pas de Thomas, ni de mon père. Elle ne parlait pas d'argent. Elle parlait de choses anodines, de la météo, de ses voisins. C'était une conversation de façade, une tentative de renouer le lien, ou du moins, de le maintenir en vie. Tu sais, ma chérie, commença-t-elle enfin, sa voix se faisant plus grave, nous nous inquiétons pour toi. Thomas et moi, nous ne comprenons pas pourquoi tu t'es tant éloigné. Nous voulons juste ton bonheur. Le discours était familier, mais l'émotion dans sa voix semblait, pour la première fois, moins calculée, plus humaine. Je la regardai, cherchant la vérité dans ses yeux. Était-ce une nouvelle stratégie? Ou était-ce le début d'une prise de conscience? Je ne pouvais pas le savoir avec certitude. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Le chemin que j'avais choisi était le mien. Maman, dis-je, ma voix ferme mais sans dureté, je vous aime. Mais j'ai besoin de vivre ma vie. De faire mes propres choix. Je ne lui donnais pas de détails sur mes démarches, sur la fiducie, sur Maître Leclerc. Le silence était toujours ma meilleure arme. Elle hocha lentement la tête, une larme roulant sur sa joue. Je comprends, murmura-t-elle, bien que je doutasse qu'elle comprît réellement. Elle resta encore un peu, puis s'en alla, me laissant seule avec le poids de cette rencontre. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était une étape. Une étape de plus sur le chemin de ma liberté. La bataille n'était pas terminée, mais je sentais que j'avais gagné une nouvelle bataille intérieure. La peur commençait à laisser place à une force tranquille, celle qui sait où elle va. La visite de ma mère avait laissé un arrière-goût amer, une mélancolie diffuse qui s'accrochait à mes pensées. Ce n'était pas une défaite, loin de là, mais la fragilité de son sourire, la larme furtive sur sa joue, avait remué quelque chose en moi. Était-ce de la pitié? Ou simplement la reconnaissance d'une douleur partagée, même si elle était le fruit de leurs propres agissements? Je ne pouvais me permettre de flancher. Le chemin était encore long, et la construction de ma nouvelle vie exigeait une vigilance constante. Les jours suivants s'écoulèrent dans une quiétude relative. Les appels de Thomas avaient cessé, et le silence, autrefois pesant, était devenu une sorte de bouclier protecteur. J'avais recommencé à me consacrer pleinement aux démarches juridiques, à éplucher les documents avec une concentration renouvelée. Maître Leclerc, toujours aussi professionnel et rassurant, m'accompagnait dans cette métamorphose. Il m'expliquait les subtilités de la fiducie, les implications de chaque clause, me donnant les outils pour comprendre et maîtriser mon propre patrimoine. C'était un apprentissage, une façon de reprendre le contrôle sur une existence qui avait longtemps été dictée par les autres. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les volets de mon appartement, je reçus un courrier inattendu.
Une enveloppe sobre, sans nom d'expéditeur, juste mon adresse. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 4. Le papier était fin, d'une qualité que je ne connaissais pas. Mes mains tremblaient légèrement en la dépliant. Ce n'était pas une lettre de menace, ni une nouvelle proposition financière. C'était une photographie. Une vieille photo, jaunie par le temps. J'y reconnaissais mes parents, plus jeunes, souriants, sur une plage. Derrière eux, un enfant. Moi. J'étais si petite, à peine quelques années. Mes parents semblaient heureux, insouciants. Une image d'une époque révolue, d'une innocence perdue. Au dos de la photo, une seule phrase, écrite d'une main que je ne reconnus pas immédiatement, la mémoire est une arme à double tranchant. Utilise-la avec sagesse. Je restais là, la photo serrée dans ma main, le cœur battant la chamade. Qui avait envoyé cela? Et pourquoi? Était-ce un avertissement? Un message codé? Ou simplement un vestige du passé, ressorti des tiroirs par un coup du sort? L'incertitude me rongeait. Je me souvenais vaguement de cette plage, de ces vacances. Mais les détails étaient flous, enfouis sous des années de déception et de manipulation. Je pris le téléphone, hésitant. Maître Leclerc? Monsieur Dubois? Ou peut-être Thomas, dans une tentative de réconciliation déguisée? Non. Je ne pouvais pas leur montrer cette photo, pas encore. Elle représentait quelque chose de trop personnel, de trop fragile. C'était un fragment de ma propre histoire, une histoire que je devais reconstruire, pièce par pièce, à ma manière. Je rangeais la photo dans une petite boîte en bois que j'avais achetée il y a longtemps, un objet qui avait toujours semblé attendre son heure. Ce message énigmatique, cette image du passé, ajoutait une nouvelle couche de complexité à ma situation. Je me sentais à la fois plus forte, forte de mes démarches et de ma nouvelle indépendance, et plus vulnérable, face à ces spectres du passé qui refusaient de me laisser en paix. La bataille n'était pas terminée. Elle prenait simplement une nouvelle dimension, plus subtile, plus insidieuse. Je devais rester vigilante, et surtout, ne jamais oublier la leçon la plus importante, me protéger. La sagesse, comme le disait le message, était mon seul allié. Et j'étais déterminée à l'acquérir, coûte que coûte. La photographie, ce fragment d'un passé que je croyais enfoui, continuait de hanter mes pensées. Et aujourd'hui, je choisis de vivre ma vie, selon mes propres termes. Je ne mentionnais pas la photo, ni le message. Ce n'était pas le moment. Maître Leclerc avait préparé un document, un accord de renonciation, qui mettrait fin à toute contestation possible de leur part. Je le signai devant eux, un acte symbolique, une signature qui scellait ma liberté. Leurs visages se décomposèrent. La surprise, puis la colère, et enfin, une forme de désespoir se lisait sur leurs traits. Ils comprirent que leur dernière tentative avait échoué. Maître Leclerc les invita à signer à leur tour, leur expliquant les conséquences de leur refus. Après un long moment de silence tendu, ma mère, d'un geste lent et résigné, prit le stylo. Mon père la suivit. Ce n'était pas une victoire triomphale, mais un soulagement immense. La bataille était terminée. Je n'avais pas gagné à la loterie pour qu'ils apparaissent, mais pour me donner les moyens de me libérer. Et aujourd'hui, j'avais enfin gagné ma liberté. Une liberté acquise au prix de la douleur, mais une liberté qui m'appartenait entièrement. Je sortis du cabinet, le soleil éclatant sur mon visage, le cœur léger, prêt à embrasser un avenir enfin construit de mes propres mains. La sagesse, je l'avais trouvée dans le silence, dans la force de mes convictions, et dans la certitude que ma vie m'appartenait. Le soleil brillait, oui, mais il n'avait plus la même intensité qu'auparavant. Il éclairait désormais un chemin que je choisissais, un chemin où mes pas étaient les seuls maîtres. La signature sur ce document, cet accord de renonciation, avait été plus qu'un simple acte juridique. C'était un sceau sur ma liberté retrouvée. Le soulagement qui m'avait envahi en sortant du cabinet de Maître Leclerc était une sensation nouvelle, une légèreté que je n'avais jamais imaginée possible. La bataille était terminée, et je n'avais pas eu besoin de me battre avec la violence qu'ils avaient toujours prônée. J'avais gagné par la raison, par la force tranquille de mes convictions. Les semaines qui suivirent furent une douce transition. Le silence de mes parents et de Thomas n'était plus une menace latente, mais une absence qui ne me pesait plus. J'avais enfin le temps de respirer, de me redécouvrir loin de leurs ombres. J'avais recommencé à explorer la ville, à redécouvrir les cafés que j'aimais, les parcs où je pouvais lire sans être dérangée. Chaque sortie était une petite victoire, une affirmation de mon autonomie. J'avais même repris contact avec quelques anciennes connaissances, des personnes dont l'amitié était sincère, non calculée. Ces retrouvailles étaient simples, dénuées de toute arrière-pensée, et elles me faisaient un bien fou. Un matin, alors que je préparais mon café, le téléphone sonna. Le numéro était inconnu. J'hésitai,
puis décroché. Allô? Une voix familière, mais teintée d'une émotion que je ne lui connaissais pas, répondit, c'est moi. C'était ma mère. Sa voix était fragile, presque suppliante. Je voulais juste savoir comment tu allais. Mon cœur se serra, mais pas de la même manière qu'avant. Il n'y avait plus de peur, juste une pointe de tristesse. Je vais bien, maman. Je suis en train de construire ma vie. Un silence s'installa, lourd de non-dits. Elle finit par murmurer, j'espère que tu seras heureuse. Puis elle raccrocha. Ce bref échange, si différent des appels passés, me laissa une impression étrange. Était-ce un signe de remords? Ou simplement la résignation face à l'inéluctable? Je ne pouvais le savoir avec certitude, et finalement, cela n'avait plus d'importance. Maître Leclerc me tenait informé des dernières formalités. La fiducie était solidement établie, mais bien gérée avec une efficacité qui me rassurait. Il avait réussi à négocier un accord avec Thomas, qui renonçait à toute prétention en échange d'une somme modique, une somme qui ne représentait qu'une infime partie de ce qu'il avait espéré obtenir. C'était une manière de clore ce chapitre, de me libérer de son emprise sans avoir à le croiser à nouveau. La vieille photographie, celle que j'avais rangée dans la boîte en bois, me revenait parfois en pensée. La phrase au dos, la mémoire est une arme à double tranchant. Utilise-la avec sagesse. J'avais appris à manier cette arme. J'avais utilisé la mémoire de leur manipulation pour me construire, pour me défendre, mais sans me laisser consumer par la haine. J'avais transformé la douleur en force, la peur en détermination. La sagesse, je l'avais trouvée dans cette capacité à avancer, à pardonner peut-être, mais surtout à me pardonner à moi-même de ne pas avoir vu plus tôt. Les mois passèrent. La vie reprenait son cours, mais avec une nouvelle perspective. J'avais appris que la richesse n'était pas seulement dans l'argent, mais dans la liberté de choisir, dans la paix intérieure, dans la capacité à aimer et à être aimé pour ce que l'on est, et non pour ce que l'on possède. J'avais gagné à la loterie, oui, mais le véritable gain avait été la découverte de ma propre force. J'avais déjoué leurs plans, non pas par ruse, mais par la simple volonté de vivre ma vie, authentiquement. Ils avaient pensé me trouver naïve, manipulable. Ils s'étaient trompés. Je n'étais plus cette enfant sur la plage, insouciante et vulnérable. J'étais une femme qui avait traversé l'épreuve, et qui en était ressortie plus forte, plus sage, et enfin, libre. La maison que j'avais achetée, plus petite, plus simple, était devenue mon sanctuaire. Les rires des enfants qui jouaient dans le jardin d'accent grave côté me rappelaient la joie simple, celle qui ne demande aucune justification. J'avais enfin trouvé ma place, un endroit où je pouvais simplement être moi. Le soleil brillait toujours, mais maintenant, il réchauffait un cœur serein, prêt à accueillir un avenir qu'il avait lui-même façonné. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci, laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder, entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.